Cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult, vous pas, vous restez sur vos positions? Je pense que maintenant la question est réglée. Et il y a une incohérence et des contradictions, mais continues, au niveau politique et au niveau scientifique. Et ça, c'était aussi pour moi un grand scandale de manipulation du public, de leur faire croire que c'était un produit dangereux alors que c'était un produit qui pouvait les sauver à plus de 95%. Le rapport du Sénat français sur H1N1 en 2010 dit un des principaux dysfonctionnements, c'est qu'on a déformé les données de A à Z. Donc c'est un rebolote. Finalement, le premier mensonge auquel on a été confronté, le tout premier, ça a été les chiffres des morts en Chine. C'est n'importe quoi. Tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous, lorsque vous allez au boulot, mettez un masque et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Ça s'appelle de la manipulation. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur puisqu'on porte un masque. Ce sont des stratégies criminelles. Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de mortalité, on parle des cas, mais des cas, c'est pas des gens malades. Une épidémie sans malades, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est un scoop, c'est une nouveauté. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. Le coronavirus a un sacré concurrent, le virus de la peur. Il a été de loin le plus contagieux, il a été envoyé du plus haut sommet. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. C'est une expression qui m'a fait frémir d'horreur quand je l'ai entendue, parce que ça n'a rien à voir. De toute manière, le virus n'est pas un ennemi. Nous cohabitons avec les virus depuis la nuit des temps, et le propre d'un virus, c'est de circuler. Donc on ne peut pas l'empêcher de circuler. Il faut apprendre à cohabiter avec. On ne peut pas exterminer un virus. J'ai pris le train à Bruxelles, et qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, le quai est pratiquement désert. Il n'y a plus personne qui prend le Thalys. Or, il y a, entre Bruxelles et Paris, c'est comme un RER. Il y a 22 trains par jour. C'est un train toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement? C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train. Et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque. Et qui patrouillent dans le train. Alors que pour les attentats, il n'y avait aucune présence policière. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que ce Covid, oui, c'est un objet très singulier. Même discours, la peur, la peur, la peur, on a peur, on a peur.
cachez-vous. Votre voisin va vous contaminer. La contagion est là. Faites attention. Les corps sont menaçants. Les visages doivent être cachés, masqués. Et tu dis, ok, qu'est-ce qu'on a mal fait? Ce que nous n'avons pas compris, je pense, c'est que le coronavirus ne se développait pas très rapidement. D'une certaine manière, pour moi, la Suède a décidé autour de la mi-mars de ne pas intervenir. Et vous savez quoi? J'ai beaucoup d'amis en Suède. J'étais nerveux, mais vous savez, il est devenu assez clair début avril qu'ils avaient pris la bonne décision. Les grippaux, dont fait partie le coronavirus, sont des virus qui mutent et qui s'essoufflent avec le temps. Et donc, si on a une deuxième vague, ce ne sera pas une deuxième vague, ce sera une autre infection par un autre virus. Un bateau, c'est très dense. La densité, avec la taille d'un bateau et le nombre de personnes qui y étaient, c'est 1/4 million de personnes par kilomètre carré. C'est 40 fois plus dense que Hong Kong. Et Hong Kong, c'est un endroit très dangereux. Donc c'est vraiment très dense. Et sur ce bateau, environ 20% des gens étaient infectés. 700 personnes infectées. Et sur ces 700 personnes, 7 sont mortes. Si vous faites les mêmes calculs pour la Grande-Bretagne, vous obtenez 55 000 personnes. Et si vous le faites pour les États-Unis, vous avez 220 000 personnes. J'ai essayé de dire ça à Neil Ferguson, mais il n'a jamais... C'est le printemps 2021. Ça va durer, ça va durer, ça va durer. Je me demande sur quoi il se base pour pouvoir énoncer avec certitude une affirmation pareille. Ça ne correspond à rien de connu. C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Toutes les épidémies qu'on connaît ont cette fameuse courbe en cloche, ça monte très vite, ça culmine, ça redescend et ça s'éteint. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague, ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Alors, sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale, la Covid-19 arrive loin, derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. La dernière à avoir fait paniquer nos élites remonte à 2009 avec le H1N1. Les sénateurs ont mené l'enquête sur la façon dont cette épidémie avait été gérée à l'époque. Ce qui aboutit à un rapport de 163 pages. Et apparemment, rien n'a changé. Dans le rapport, les sénateurs montrent quasiment les mêmes mauvais chiffres de la peur brandis par l'OMS et relayés par tous les gouvernements du monde. Les fournitures médicales seront insuffisantes. Et le lien entre la peur de la population et les vaccins est aussi abordé. Mais la peur, une fois partagée, nécessite quelques petits arrangements avec la réalité. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encourageons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos.
On cherche les bons qualificatifs, c'est grave. C'est grave. On croirait à un numéro de Grand Guignol, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes intervenants qui disent tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle. Ça, c'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical. Il y a quelques éléments vrais dans ce qui est dit là, mais dans une mauvaise foi, dans une espèce de jouissance à pouvoir imposer tout et son contraire, soit de priver les gens de ce qui pourrait par hypothèse être utile pour leur survie, soit de leur imposer des choses que rien ne justifie, et avec cette absence totale de scrupules ou de vergogne. J'ai l'impression qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font le maximum pour se justifier de ne pas avoir fait quand il fallait. Et qui s'exonèrent du fait de rendre des comptes quant aux décisions qu'ils ont prises. On a l'impression qu'ils ont toujours eu tout juste, sauf exceptionnellement, oui, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Les médecins qui imposent les masques aux gens qui ne sont pas malades sont des gens foutres. Ce sont des médecins de Molière. C'est reprendre la fameuse pièce de Jules Romain, le docteur Knock, qui dit « tout bien portant est un malade qui s'ignore ». C'est juste sidérant. Moi, je comprends pas. Moi qui ai quand même grandi à une époque où la politique avait un sens, alors ça a toujours été encombré toutes sortes de magouilles et de difficultés, mais il y avait quand même un sens de la parole donnée, il y avait un sens de la... Là, je sais plus dans quelle mesure. Non. Le rôle des médecins n'est pas de dire à la population « mettez un masque en plein été quand il fait 30 pour éviter la dissémination du virus ». Le masque ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade. Malgré tous ces mensonges à répétition, et même si parfois il les oublie derrière son masque. Par ailleurs, nous avons déjà les conclusions de l'épisode grippal dans l'hémisphère sud qui montrent que la grippe a été, retardée. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. 2, elle a été faible. Masque, geste barrière, surtout geste barrière d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Comment peut-on jouer autant la comédie devant 66 millions de personnes? D'où vient ce sentiment d'invulnérabilité? Après le masque, les chiffres, eux aussi ont été malmenés. 5423 cas confirmés, 465 nouveaux cas menacés. Épidémie 127 que nous ne connaissions pas. Surtout, restez chez 36 de plus en 24 heures. Ne sortez pas. Une situation extrêmement préoccupante. 208, 605, 114 000. C'est une épidémie très rapide. Coup d'arrêt puissant, massif, brutal. Mortel pour des millions de personnes. La barre des 20 000 morts est franchie. Dès le mois de juin, le professeur Perron alerte l'opinion publique française avec ce constat effrayant. On pourrait se poser la même question concernant l'OMS. Dès le 31 décembre, l'OMS est alertée par des experts taïwanais des particularités de ce virus. Pourtant, l'OMS tardera à reconnaître cette transmission. Il la minimisera dans un second temps avant finalement d'alerter et de faire paniquer la Terre entière. D'avoir imposé les masques à la planète entière, on va déposer le traitement, déjà utilisé depuis des années. Le docteur Raoult n'invente rien. J'utilise l'hydroxychloroquine comme thérapeutique depuis 25 ans pour des maladies infectieuses. C'est dans tous les livres de médecine du monde. Ceux qui ont le premier parlé d'hydroxychloroquine dans le coronavirus, c'est pour le SARS, c'est Anthony Fauci quand même. Hein. Alors, il ne le dit plus. À l'époque, il disait pour le SARS, le meilleur traitement de tous, c'est l'hydroxychloroquine. Anthony Fauci, c'est lui. C'est le monsieur santé des États-Unis. Hier, il faisait la promotion de l'hydroxychloroquine dans une épidémie similaire. Aujourd'hui, il la combat. Pour quelle raison? L'hydroxychloroquine, c'est pour moi un immense scandale, parce que quand il y a eu le virus du SRAS en Chine, qui était le premier coronavirus un peu méchant, qui a fait la première épidémie, les Chinois avaient déjà montré que l'hydroxychloroquine marchait au laboratoire, ils avaient traité quelques cas, puis ça s'est arrêté parce que l'épidémie a disparu assez rapidement. Et les Chinois, quand même, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient fait. Et quand il y a eu l'épidémie du nouveau coronavirus, la Covid-19, ils ont ressorti l'hydroxychloroquine des cartons. Bon, ils ont essayé aussi d'autres molécules, ils se sont aperçus que ça marchait. En tant que médecin qui doit prendre en charge des patients avec une mortalité, je le répète, 20 à 30%, je me sens le devoir au moins de tester le protocole Raoult. Je le teste, j'attaque le lundi. Le vendredi, je m'aperçois qu'effectivement, il y a une efficacité. Il n'y a pas que moi qui le dis, les infirmières, les aides-soignantes qui sont elles aussi partie prenante. Mes confrères réanimateurs disent qu'il n'y a plus de passage, beaucoup moins de passages en réanimation, on n'a pas de décès.
Voilà, bon. Ce qui m'a étonné, c'est l'acharnement qui s'en est suivi. Ce débat sur l'hydroxychloroquine est totalement ubuesque. Nous sommes le seul pays au monde à l'avoir eu. Il y a eu une sorte de coupure de la France en deux pour les pros ou les anti-hydroxychloroquine, ce qui est c'est un non-sens. J'ai un ami pharmacologue, un très bon ami pharmacologue de Toulouse, qui m'a appelé un jour et dit « Mais Philippe, tu te rends pas compte, ça peut donner des torsades de pointe. » Les torsades de pointe, c'est des accidents cardiologiques. Je dis « Mais je sais, Jean-Louis, mais après il y a la vraie vie avec des vrais malades. Sur 7000 cas à Marseille, il n'y a pas eu un problème. Donc c'est quand même que... Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes avec l'hydroxychloroquine. Depuis, il y a 2 milliards de personnes qui en ont pris, on n'en a jamais entendu parler. Son homologue Olivier Véran, également médecin, lui a dû en entendre parler. Fin mars 2020, il prend un décret pour limiter ce traitement aux spécialistes. Quand on a vu arriver ce décret le 25 mars, on s'est dit, un peu comme d'habitude, il a été un peu... Conseil de la santé publique. Les membres des académies de médecine et de pharmacie tombent des armoires. La décision la plus bête du monde, s'exclame le professeur Willy Rosenbaum, spécialiste du sida. Même l'auteur de ce décret le reconnaît, une prescription tardive n'a aucune utilité médicale, avant d'avouer qu'il agit sous la pression des soignants et des médecins. Nous, les députés, nous étions interdiction d'arriver jusqu'au Palais Bourbon. Après tout, c'est un vieux médicament, ça fait 50 ans qu'on l'utilise. Et alors là, mais véritablement, j'ai cru que le ministre allait sortir de mon ordinateur. Il s'est rapproché de la caméra, enfin de sa cam, là, et il m'a insulté devant tous mes collègues en disant, mais il hurlait, il avait les yeux exorbités, en me traitant de médecin indigne, que c'était totalement scandaleux d'imaginer qu'on puisse utiliser une telle molécule et que c'était un véritable scandale que je puisse poser ce type de questions. C'était un remède dont tout indiquait à ce moment-là que c'était le plus prometteur. Il pouvait sauver des vies. Et puis, il y a quelque chose de sacré dans la relation entre un médecin et son patient. C'est inviolable. L'opinavir ne marche pas, le remdesivir n'est pas commercialisé, en tout cas on ne peut pas l'avoir. Et puis encore une fois, il n'y a pas d'études, donc c'est Raoul ou rien. Il faut savoir qu'en début de crise, il y a un sondage auprès de médecins. 70% disent que si ils contractent le Covid-19, ils prennent le protocole Raoul. Alors, l'agence de sécurité des produits de santé, l'ANSM, a des remontées sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, sachant que son homologue, la chloroquine, est déjà vendue sur ordonnance depuis 20 ans. L'hydroxychloroquine ne l'est pas, elle est en vente libre, et j'imagine, je ne leur ai pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accidents. Mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments, et que moins on en consomme, Plus de 60 millions de Français ont eu accès à l'interview, à l'audition d'Agnès Buzyn devant l'Assemblée nationale, où elle patauge complètement, elle a des trous de mémoire, puis la seule chose qui vient à l'esprit, c'est que les gens prennent trop de médicaments, donc j'ai décidé de supprimer celui-là. Mais je veux dire, comment est-ce que ça ne lui a pas coûté son poste, et comment ça ne l'a pas fait sauter le gouvernement? La bataille commence, le gouvernement a bien soudé le clairon. 7 mois plus tard, elle dure encore. Le champ de bataille, les plateaux TV, investis par des médecins auréolés de leur titre de chef de service, comme Karine Lacombe, l'une des nombreuses cautions scientifiques du gouvernement. Elle seule interviendra au moins 21 fois en 2 mois sur les chaînes d'infos. Le discours forcément est bien rodé. Dès le début, tous les médecins qui utilisent la chloroquine ont émis un signal d'alerte en disant attention, ce n'est pas un médicament anodin, comme tous les médicaments ont des effets secondaires. Il faut tout le temps, quand on utilise un médicament, faire la balance entre le bénéfice et le risque. Le problème de la chloroquine, c'est qu'on n'avait pas jusqu'à présent montré de bénéfice, donc il fallait se mettre en condition pour montrer qu'il y a un bénéfice à prendre la chloroquine. En revanche, comme c'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps, on connaissait parfaitement les risques d'utilisation de ce médicament. Et donc quand le risque devient plus important que le bénéfice, évidemment, quand on est médecin, il y a un adage qui est extrêmement important à suivre, qui est primum non nocere, c'est-à-dire qu'on ne doit pas causer de tort
en tout premier. Tout premier, c'est ne pas causer de tort. Quand on accuse un médicament, on regarde les études de pharmacovigilance. Je me suis rapprochée du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament, M. Martin. Et je lui ai demandé qu'il me fournisse toutes les données concernant l'hydroxychloroquine, son utilisation, son usage et les effets secondaires de ce médicament. J'ai dû demander au moins 4 fois. J'ai fini par avoir une réponse. Depuis ces 4 dernières années, à peu près, plus de 3 millions de comprimés d'hydroxychloroquine avaient été distribués en France. Encore une fois, je vous le rappelle, en vente libre, sans ordonnance. Il y a eu malheureusement 2 personnes qui sont décédées alors qu'elles prenaient de l'hydroxychloroquine. Une personne, c'est malheureux, qui a fait le choix de se suicider à l'hydroxychloroquine. Donc la personne avait pris je ne sais combien de boîtes. Oui. Une autre personne, une personne âgée, qui avait au moins 10 molécules différentes, et l'imputabilité de l'hydroxychloroquine par rapport au décès de cette personne n'a jamais été prouvée. Sur la planète, soit l'hydroxychloroquine, soit la chloroquine. Mais après, quand l'agence du médicament a crié au loup en disant il y a beaucoup de crises cardiaques, les crises cardiaques n'étaient pas du tout dues à l'hydroxychloroquine, elles étaient dues au virus responsable de la Covid-19. Mais voilà, ces médecins irréprochables qui ont inondé les plateaux pendant le confinement ont aussi oublié de déclarer aux chaînes de télévision qu'elles travaillaient aussi pour l'industrie pharmaceutique. Karine Lacombe a touché plus de 200 000 € des labos, dont un qui est toujours en course pour rafler le jackpot du traitement contre la Covid. Mais le plus gros mensonge viendra encore de scientifiques, considérés cette fois comme intouchables. Il aura des conséquences considérables, irréparables. Le 22 mai, coup de théâtre pour tous les scientifiques, médecins et soignants du monde, et coup d'arrêt pour le vieux médoc du doc. La prestigieuse revue, derrière laquelle courent tous les chercheurs de la planète, enterre définitivement l'hydroxychloroquine. C'est énorme. Et donc, là, brutalement, on voit dans le Lancet que l'hydroxychloroquine, non seulement ne marche pas, mais est extrêmement dangereuse. Réaction immédiate en France et ailleurs, l'hydroxychloroquine est définitivement interdite. Le traitement est retiré des 3 études cliniques en cours, même si plusieurs médecins généralistes s'aperçoivent vite de la supercherie. Le docteur Véran, neurologue, lui n'a rien vu, ou n'a rien voulu voir. Et pourtant, à l'époque, il ne portait pas de masque. Pas encore. Je regarde, c'était des malades de 5 continents. Une étude rétrospective sur 5 continents, c'est beaucoup d'argent. Ça demande des moyens considérables. Mais j'ai regardé quand même si les continents étaient comparables. Parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et là, je m'aperçois bizarrement qu'il y avait autant de fumeurs en Afrique qu'en Europe, autant de diabétiques aux États-Unis qu'en Afrique et en Europe. Et ça, c'est impossible. Et en fait, lorsque vous faites une étude, vous confiez vos données à une boîte statistique qui fait des statistiques. Bien, cette boîte était fake, était fausse, n'existait pas. Et donc, c'était... Alors, la question, j'espère qu'on le trouvera, et j'espère que la justice américaine ira jusqu'au bout. Qui a payé cette étude? Qui est derrière? C'est un scandale monstrueux. Vous vous rendez compte de la gravité? Moi, je pensais que tout allait être réglé quand il y a eu le Lancet Gate, comme on dit, que ça y est, la communauté internationale allait voir qu'il y avait une gigantesque supercherie mondiale. Eh bien non, les gens ont continué à publier des articles contre la chloroquine totalement délirants, comme tout récemment en France. Bon, il n'y a pas que des Français, il y avait des Suisses dans l'affaire. Un article qui a été publié avec notamment Nathan Peffers-Matcha, qui est un interne à Bichat, qui est un élève de Yazdan Pada, le président de Reacting, qui travaille aussi à l'Imperial College à Londres, université à l'origine du plus grand canular, disons qu'il va y avoir 500 000 morts du Covid en Angleterre et même dans d'autres pays européens. Ils ont fait soi-disant une méta-analyse, une analyse de tout ce qui était publié, mais c'est affligeant quand on lit cet article, comment il a pu être publié dans un grand journal, qu'ont fait les relecteurs de l'article. Ils ont analysé 800 articles soi-disant, ils en ont gardé 29, ils ont tout ce qui les arrangeait pas, ils l'ont écarté, ils ont inclus des données qui n'étaient même pas encore publiées.
cette étude est totalement bidon. Mais elle a fait la une de tous les médias pendant 3 jours, en disant bah non, ça y est, la messe est dite, la chloroquine ne marche pas. Donc oui, la désinformation après l'affaire du Lancet continue. On va admettre simplement que pour l'instant c'est un pari qui marche dans ce cas-là, mais c'est pas prouvé, ni confirmé, ni infirmé. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. À la télé, pas de changement de cible pour les journalistes. Aucune remise en question, une priorité connue, la recherche du buzz pour divertir l'audimat et gonfler les égos. Il y a une forme, est-ce qu'il y a une forme, je vous pose sans provocation, disons, de mégalomanie assumée chez vous? C'est comme les actes d'Auguste. J'ai fait. Là, c'est votre caractère, mais est-ce que vous assumez le fait qu'un peu de mégalomanie n'est pas mauvaise dans votre vision du monde? Le prof accuse les coups avant de rebondir et de laisser son interlocuteur à son sourire. Il y a eu une seule bouffée délirante dans l'histoire de l'hydroxychloroquine. Une seule. Mais... Vous allez me dire le Lancet. L'étude foireuse. On est bien non, mais n'exécutez pas ça comme ça. Ouais. Vous ne réalisez pas ce qui s'est passé. Bien sûr, ça a été un plantage complet pour eux. Vous ne réalisez pas comment un journal comme ça, des reviewers, des éditeurs, ont pris comme étant possible par des inconnus que l'hydroxychloroquine... Non, on n'est pas d'accord, laissez-moi terminer. Pouvait tuer 10% des gens quand 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient. Comment ils ont pu croire ça? Comment, dans le week-end, le ministre et l'OMS a pu valider ça? Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Je n'ai pas la réponse à l'heure à laquelle je vous parle. Eh bien, moi je l'ai. Les fous ne sont sans doute pas là où on le croit, du moins là où les médias pensent qu'ils sont. Olivier Véran ne reviendra pas sur sa décision d'interdire totalement l'hydroxychloroquine. Les excuses publiques du rédacteur en chef du Lancet, tout comme la rétractation de l'article, n'auront aucun effet. Le mal est fait, et très bien fait. Il sera irréparable. C'est l'un des virologues les plus respectés au monde qui l'affirme. Il s'appelle le Dr Zong. Il a acquis une réputation internationale pour sa gestion de l'épidémie du SARS en 2003. Et c'est encore lui qui a géré la crise sanitaire à Wuhan en février. Il démontre, grâce à des essais cliniques, que l'hydroxychloroquine est efficace sur des malades. En clair, nous avons un médoc qui a déjà roulé sa bosse, dont l'efficacité est démontrée, qui est inoffensif, pas cher, disponible et facile à prendre. Réaction de nos autorités de santé, le 11 mars, ce médicament prometteur et déjà efficace n'est pas retenu pour l'étude européenne Discovery, le seul grand essai européen piloté par l'INSERM. Il sera réintégré de justesse, mais grâce à des pressions dont on ignore la provenance. Car nos élites scientifiques, INSERM en tête, préfèrent miser sur un nouveau médicament, le Remdesivir, déjà testé en Chine, avec à la clé une toxicité avérée pour les reins, un médicament à 3200 $ et surtout qu'on avale avec une seringue. L'élite s'entraîne à combattre une pandémie historique mais encore hypothétique. Au même moment, à Wuhan, débutaient les Jeux Olympiques militaires. Un événement mondial avec toutes les nations représentées, un terrain de jeu idéal pour un virus pandémique auquel croient tous ces vrais faux acteurs. Moi aussi, je suis perdu. Mais cette situation de verrouillage n'aurait jamais été rendue possible sans la participation des 3 grandes agences de presse mondiales. Ce sont elles qui informent le monde. Moins de 10 000 personnes qui vont donner le là à toutes les télévisions du monde, à toutes les chaînes d'information. C'est de l'AFP que partira le 22 mai sur tous les écrans du monde l'étude bidonnée du Lancet qui allait enterrer l'hydroxychloroquine. Les analyses qu'on a faites, on les a faites au travers d'un collectif qu'on a appelé le collectif citoyen. Ça regroupe à peu près 500 personnes. Il y a eu plus de 1000 intervenants à un moment, divers et variés. Il y a une trentaine de personnes qui sont de bon niveau scientifique. Ça peut être des enseignants, ça peut être des chercheurs, ça peut être des médecins. Cette étude est parue le 22 mai. Le 22 mai, elle est parue, je ne sais plus exactement quelle heure, mais 10 minutes après, on avait débanqué cette étude. Le collectif avait dit cette étude, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, l'AFP faisait une dépêche qui a été reprise par tous les médias. Impossible de remettre en cause une dépêche de l'AFP. Pour tout journaliste, c'est Dieu qui parle. Mais un Dieu qui utilise depuis 8 mois des superlatifs pour parler du virus. Pourtant, à sa tête,
Nous n'avons pas un journaliste, mais un énarque habitué lui aussi des hautes sphères de décision pour avoir dirigé des géants comme Vivendi ou Havas. Le soutien du gouvernement aura été indispensable pour son élection. Fabrice Priès est camarade de promo d'Emmanuel Macron. Ça facilite une élection. Dans la dernière ligne droite, le soutien de l'État qui compte 3 administrateurs au Conseil a été déterminant. La presse intéresse les philanthropes milliardaires. La fondation Bill et Melinda Gates a été généreuse pour elle, surtout ces 2 dernières années. 250 millions de dollars au total distribués à des dizaines de médias, dont le journal Le Monde, qui a vu sa dotation augmenter en 2019 et 2020 avec un don de plus de 2 millions d'euros. En 2016 et 2017, le journal recevait un chèque de 516 000 euros et de 680 000 euros pour 2017. Et en temps de guerre, l'État n'oublie pas son allié principal. Petit clin d'œil du gouvernement avec un chèque bien signé à destination des 66 millions de Français qui pourront continuer d'écouter les mêmes infos. 5423 465 208 nouveaux malades, 127 morts, 605 décès. Surtout, mortel pour des millions de personnes. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Et moi j'ai souvenir, j'étais en Suisse où on était semi-confinés, j'ai un beau-frère qui fait beaucoup d'affaires avec la France, et il me disait, ça le faisait rire, il me disait, mais je parle à des Français, je leur dis que j'ai eu le Covid, c'est un type de 50 ans sans problème de santé, ils sont là, mais t'as survécu? Vous voyez? Donc ça veut dire que dans l'imaginaire collectif du peuple français, le danger de mort était à chaque coin de rue. Un de vos ministres a osé dire, c'est comme la peste noire. Mais ce type, alors, il ne doit plus jamais occuper un poste dans la fonction publique pour dire des choses pareilles. Je pense que c'est une erreur d'interdire quoi que ce soit. C'est comme si nous disions, ok, vous pouvez interdire ce médicament, et vous n'êtes pas coupable pour chaque vie qui n'a pas été sauvée. Mais si vous avez tué 1 millier, voire 100 000 personnes, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est important d'avoir un principe de responsabilité. Il devrait penser à combien de vies ça coûtera dans le futur. C'est presque comme si c'était ok de sauver 10 vies aujourd'hui pour perdre 10 000 vies dans le courant de l'année prochaine. C'est une grosse erreur. C'est beaucoup plus facile d'être du côté de la précaution, de confiner, que d'être courageux. Quand même avoir avancé des hypothèses satisfaisantes, plus satisfaisantes en tout cas que l'histoire d'un marché avec un pangolin ou chauve-souris qui est la cause de tous nos maux, qui est d'ailleurs un scénario qu'on n'entend plus. Un autre chercheur français m'a donné rendez-vous quelque part en France. C'est un spécialiste des médicaments et qui connaît bien les dépôts de brevets. Je suis Jean-Bernard Fortillan, j'étais professeur de chimie thérapeutique à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers et je suis ingénieur chimiste de formation. En 1977, j'ai décidé de créer un centre de recherche biomédicale de phase 1. C'est-à-dire que en phase 1, quand un médicament est étudié chez l'animal, il passe chez l'homme et on fait des études de phase 1, c'est-à-dire des études de tolérance du médicament. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé du mois de mars au mois de juillet? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille en disant, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas? Quand, au mois de mars, quand ils ont trouvé le premier brevet, il m'a fallu 15 jours pour comprendre la suite. Ils ont pris le virus responsable de l'épidémie de SRAS, en Asie, SARS-CoV, qui n'a fait que 714 morts, hein, si vous voulez dire, donc la non-dangerosité de ce coronavirus. Et ils ont inséré la séquence d'ADN de la malaria, et puis ils ont inséré donc 157 segments d'ADN et de protéines. Voilà. Et ce qui a donné SARS-CoV-1. Voilà. Ça, c'est un brevet qui date de quand? Il a été déposé en 2003. Quand vous déposez un brevet en 2003, avec 158 insertions, c'est un boulot qui dure, c'est le travail de 10 ans au moins. Et donc, ils avaient commencé dans les années 90. Ensuite, en 2011, ils ont pris un brevet, que vous allez voir, et le SARS-CoV-1, ils sont passés à SARS-CoV-2, c'est exactement la même chose. Voilà le brevet. Voilà. Personne, il n'y a pas eu de manipulation, puisque c'est la même chose.
C'est une continuation du brevet de 2003. Il y a quelques jours, on a découvert qu'on avait pris un brevet sur les tests Covid-19, les tests pour la maladie, détecter la maladie Covid-19, le 13 octobre 2015. Donc ils connaissaient le virus, ils connaissaient la maladie. Cet ingénieur détenteur de plusieurs brevets n'est pas le seul à être convaincu de l'origine humaine de ce fameux corona. Finalement, il n'est pas dangereux ce virus, il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, parce qu'on a foutu des saloperies, mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir. Par qui a été fabriqué? Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé. En plein confinement, un prix Nobel de médecine intervient pour le dire. Réaction attendue des journalistes présents. Ce que vous annoncez est énorme, c'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Il faut se méfier. Les deux vont pourtant enterrer l'information. Canal+ refusera de nous vendre des images disponibles gratuitement sur YouTube. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ça, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. Je suis foudroyé par ce que je lis dans les journaux actuels. C'est-à-dire toutes les contre-vérités. Toutes les contre-vérités. Lesquelles? Les contre-vérités sur l'origine, on cache l'origine de ce virus. Il n'y a pas quel est le journal qui pose la question? Il pourrait dire oui ou non. Bien sûr, il n'est pas obligé de dire oui, mais au moins poser la question. Quels sont les arguments pour la manipulation humaine et les arguments pour l'origine naturelle? On ne voit pas ça. Même dans des journaux très respectables. Comment vous voyez la suite là, dans les prochains mois, voire même dans les prochaines semaines? Le virus n'aime pas les corps étrangers. Donc il se débarrasse des corps étrangers, il devient moins méchant. Puis il y a même aussi l'immunité, une certaine immunité qui peut se produire. Et donc c'est le sort de toutes les épidémies, si vous voulez, c'est de monter et ensuite de disparaître. On aura donc eu de la chance. Le virus était prévu pour tuer. La nature nous a encore sorti d'un mauvais pas. Le laboratoire franco-chinois de Wuhan, labellisé P4, a aussitôt été désigné comme le lieu d'où serait parti le virus. Des chercheurs travaillent sur les fameux coronavirus, notamment ceux de chauve-souris. Un professeur et son équipe à Shanghai ont analysé une séquence du SARS-CoV-2 pour la première fois dans le monde et ont publié leurs résultats dans la revue scientifique Nature le 3 février 2020. Et le gouvernement chinois a mis un terme à ces recherches de façon abrupte. Je l'écoutais avec peu d'intérêt jusqu'à présent, je dois l'avouer. Elle avait annoncé qu'elle avait les preuves, qu'elle allait apporter des preuves de la construction du SARS-CoV-2 dans un laboratoire. Et puis, elle a sorti finalement ce papier qui fait la démonstration des différentes étapes qui peuvent être mises en œuvre pour construire un SARS-CoV-2 dans un laboratoire. Et à peu près n'importe quel laboratoire qui est équipé convenablement de biologie moléculaire, mais qui aussi a accès à des séquences de virus de chauve-souris à la base. Ça veut dire que là, si je comprends bien, avec ce petit tableau, on a la possibilité de créer un virus. De créer le SARS-CoV-2. Combien de virus peuvent-ils être ainsi transformés en armes bactériologiques?
À quand la Covid-20 ou 21, comme le sous-entend l'américain Anthony Fauci ou le français, le professeur Delfréz. Si. On n'a pas eu de réponses qui sont démontrées le contraire. Et ça donne un peu d'inquiétude sur ce virus. D'autrement, ce virus, il a changé la vie à tous les pays, surtout des pays comme la France, l'Italie, les États-Unis, le Brésil, l'Inde. Et ça fait penser quelque chose de terrible. Quand le président fait sa première allocution aux 20h chez une Française, il le sait déjà. Et là où ça me révolte, c'est que je pense que les Français sont assez grands pour prendre leur destin en main. Ils auraient dû ou nous dire la vérité, ou mentir, mais avec intelligence. Sur les morts, où on ne connaissait même pas les causes, ou l'origine, ils ont tous été tagués le Covid. On l'a même caché au début. On arrive à un stade où on ne sait même plus faire confiance, en fin de compte, ni à l'État, ni au corps médical. C'est ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? Je crois que le mot révolte est léger. L'avantage avec un virus devenu soudainement pandémique grâce aux recherches de l'homme, c'est que beaucoup de situations deviennent un peu plus compréhensibles. On comprend mieux l'urgence de ces hommes d'affaires qui organisent des faux journaux télé avec des vrais professionnels de tous les secteurs afin de gérer une pandémie annoncée et attendue. Un événement sous la gouvernance de Bill Gates et du Forum économique de Davos qui rassemble les plus gros industriels de la planète. Depuis 50 ans, cette organisation utilise toutes les problématiques de nos sociétés, de la pollution au réchauffement climatique, en passant par les catastrophes humaines ou naturelles pour les diriger vers un seul objectif. What we want to do in Davos this year in this respect is to push the reset button. Cette organisation internationale annonce le Grand Reset. On y retrouve Bill Gates et sa fondation. Un programme de 460 millions de dollars vient d'être monté pour faire face aux épidémies. La prévoyance chez Bill est une seconde nature, surtout quand il s'agit de combattre des virus. Le fondateur de Microsoft doit en garder de mauvais souvenirs. Un grand reset vers un gouvernement mondial, atelier en rêve, ce virus pourrait l'aider. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Serait-ce donc une guerre bactériologique? Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. On y est. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que déjà ils sont capables de tracer les activités corporelles et ensuite d'affecter la monnaie en fonction du fait des critères corporels qui auront été prédéterminés pour générer la monnaie. C'est-à-dire que là, on arrive à un contrôle total de l'individu, selon lequel, écoutez, si vous allez à tel endroit qui est interdit, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Si vous ne pratiquez pas tel exercice physique ou vous abstenez ou au contraire pratiquez tel exercice physique qu'il ne faut pas, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Tout va être, si vous voulez, robotisé. L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères qui seront déterminés par ces entreprises qui contrôlent les données personnelles qui circuleront de façon dématérialisée. Donc là, on arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus et en réussissant à corrompre toutes nos élites?
Je décide de joindre une spécialiste des pathologies du pouvoir. Elle vit en Colombie, collectionne les doctorats. Ça devrait aider à éclairer ma lanterne. 20 ans à analyser les pathologies du pouvoir, d'abord via la philosophie et ensuite via la psychologie. J'ai fait un doctorat sur la représentation du temps dans la psychose. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges, au détriment de ceux qui n'en ont pas, se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer. Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. Et que toute pensée sur cette question est criminalisée. On comprend mieux la précision de ces scénarios catastrophes avec des millions de morts imaginés par les Rockefeller et les Bill Gates. Des scénarios de milliardaires écrits avec la collaboration de scientifiques de renom, des prophètes qui n'auraient donc rien de prophète. Et que dire aussi de cet article de M. Fauci, paru dans une grande revue scientifique, relativisant les conséquences d'une épidémie causée par un virus similaire, mais indiquant que les maladies graves qui en découleraient éventuellement seraient la conséquence de bactéries colonisatrices répandues. Ils sont les principaux conseillers pour le gouvernement. Ils sont là tous les 15 jours et nous effraient avec des projections qui, je le sais, n'ont absolument aucun sens. Je veux dire, je les ai même pris en flagrant délit de mensonge. Parfois, c'est embarrassant, ils déclarent des choses que je sais être factuellement fausses. Et comme ce sont des gens intelligents, je sais qu'ils savent que je sais. Donc ils disent qu'ils se sont mal exprimés. C'est ce qu'on dit en Amérique de nos jours. Quand vous dites un mensonge et que vous vous faites prendre, vous dites que vous êtes mal exprimé. Donc ils se sont probablement mal exprimés de manière répétée. Je suis tristement arrivé à la conclusion que le gouvernement n'est pas mon ami et que les conseillers du gouvernement ne sont pas honnêtes. C'est triste d'en arriver là. Peut-être on pourrait leur dire de se réveiller enfin. Mais je crains que les personnes qui décident du scénario que nous allons devoir suivre et que nous serons obligés de suivre sont déjà en avance de 3 ou 4 coups sur moi. Cette pandémie doit rassurer Bill Gates. Ce qu'il avait annoncé, comme d'autres hommes d'affaires, est bien arrivé. Mais sans les millions de victimes prophétisées, grâce à une nature toujours souveraine. La pandémie, pour ce jeune entrepreneur et ingénieur qui travaille dans le numérique, n'est qu'une étape. Car derrière, la guerre est déclarée à tout le système bancaire. Toutes les techs ont explosé en bourse. Apple, je n'ai pas vraiment le cheminement, mais j'ai l'impression que l'année dernière, on nous parlait d'une valorisation à 1000 milliards de dollars, ce qui est quand même gigantesque. C'est déjà gigantesque qu'une société comme Apple soit positionnée parmi la liste des pays en richesse intérieure. Apple n'est pas un pays, Apple n'est pas un système démocratique, c'est une société. Une société n'est pas un système démocratique malgré les lois sociales, malgré les protections sociales. Amazon, c'est pareil. La personnalité de Jeff Bezos qui passe de 100 milliards de fortune personnelle à 200 milliards dans un horizon de 6 mois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est libertarien, monsieur Bezos. Il n'est pas libertaire, il est libertarien. Comme finalement l'ensemble de cette sphère de haute décision. Vous savez ce que veut dire libertarien? Non. Ça veut dire qu'il ne doit rien à personne. Son succès, il l'a construit tout seul. C'est un mono-organisme qui est sorti tout seul et qui rayonne comme le soleil du haut de sa position. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La poche, et que vous payez avec, que vous auriez tendance à payer avec, évidemment, contient d'autres capteurs. Et parmi les autres capteurs, il a une petite puce Bluetooth. Et Bluetooth, c'est ce qui a été exploité dans l'application Stop Covid. C'est un sujet qui est fondamental parce que pendant la phase Covid, au mois de mai de cette année, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde, d'après l'enquête que l'on a pu mener, ont reçu sur leur téléphone Android le suivi de leur activité. Google avait suivi leur activité et leur faisait un rapport de contrôle. Mais Google n'est pas l'État. Google est une société privée. Quelle est l'éthique de cette société privée?
Quels sont les projets de cette société privée? L'un des projets de Google, clairement établi, et du groupe Alphabet, c'est l'immortalité. Parce qu'Elon Musk a annoncé la capacité d'influer sur l'esprit humain dès l'année prochaine, après avoir fait la semaine dernière un test d'implantation d'une clé USB dans le cerveau d'un cochon, autour de son projet Neuralink. Personne, ou très peu de monde, n'a posé le sujet éthique. La manipulation de la conscience de l'extérieur, dans un monde qui cherche l'immortalité. Comment expliquer que le fondateur de Twitter ait investi $1 milliard dans la Covid? Comment expliquer que ce jeune homme a créé une start-up spécialisée dans le numérique? De Twitter, il passe à Square, une start-up spécialisée dans le numérique en 2016 et qui va enflammer la bourse pendant la pandémie. De Google, on parle donc d'Eric Schmidt, qui est son dirigeant. On a parlé donc de Twitter et maintenant de Square avec son dirigeant. On les retrouve étonnamment dans un institut, et cet institut s'appelle l'Institut Berggruen. Un monde rêvé, qui veut changer le monde, mais surtout qui veut transformer l'humain. Avec de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie, un monde d'après en quelque sorte. Les démocraties sont donc appelées à disparaître. Je vous présente les candidats à cette transformation. Là où ça devient vraiment embêtant, c'est quand le socle éthique, le socle moral, le socle de débat public est confisqué, avec cette notion qu'il y a des gens qui peuvent y réfléchir et d'autres qui vont le subir. Le problème vient quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai problème. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer, entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. C'est effrayant. Quelle ordure. Médecin. Sortir les guillotines. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Oui. Les dieux, c'est vous. Donc, il s'adresse à nos futurs dirigeants. Et le peuple. Et les inutiles, c'est nous, quoi. Donc ça veut dire que c'est eux qui vont concocter les programmes pour décider de la façon dont on doit vivre, dont on aura le droit de vivre ou de disparaître, peut-être. C'est absolument effrayant. Et que ce soit dans le cadre de l'enseignement à des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont déjà tellement confortés dans leur supériorité par notre système éducatif.
Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui s'est fait surnommer Bac-2. Parce qu'elle est simplement aide-soignante. C'est vous dire le mépris de notre classe dirigeante. Donc si nous sommes les inutiles, si nous disparaissons, ça n'est pas grave. Mais c'est vrai que déjà, dans les maisons de retraite, nos aînés ont une espérance de vie résiduelle. Donc, résiduel, ça veut dire qu'ils font déjà du rabat. Donc, on peut les faire disparaître dans le silence, porte de chambre fermée. Ouais, ça me donne juste envie de pleurer, je suis désolée, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on a fait à nos aînés? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir? Quand? Quel prochain décret de loi faudra-t-il pour que les gens puissent protester et empêcher ça? Parce que c'est pas dans 10 ans. C'était proposé l'année dernière. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin d'avoir Bac+10 pour se poser la question si c'est pas quelque chose de programmé. On a le droit de s'interroger, c'est notre devoir. Puisque maintenant on a la possibilité d'avoir accès à l'information, c'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai plus la télévision depuis 15 ans, donc je suis désintoxiquée. Donc je vais chercher mes informations ailleurs. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas? En 1945, c'était possible. Bien que j'ai 2 grands-mères qui savaient parfaitement ce qu'on faisait des Juifs quand on les mettait dans des trains. Elles ne disposaient pas de l'information dont on peut disposer aujourd'hui. Donc nos enfants ne nous croiront pas. Et nos enfants seront en droit de nous poser la question pourquoi on ne les a pas défendus. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire parce que c'est abominable. C'est tout. C'est juste abominable. Pardon. Cherchez l'erreur. Fin 2019, la crise économique était pourtant bien là. L'arrivée du corona fera pleuvoir des centaines de milliards d'euros et de dollars. Soulagement de la population. Elle peut rester concentrée sur la peur du virus, transmise par les autorités via les médias et les annonces répétées dans tous les services publics. Sur le front en France, la résistance commence à sortir du bois. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Comment le philosophe que vous êtes prend du recul ou met à distance cette montre? Nos drogues ont tué autour de 200 000 personnes en Amérique tous les ans. Et la moitié de ces personnes sont mortes alors qu'elles faisaient ce que leur médecin leur avait dit. Ils sont morts des effets secondaires.